L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Comprendre l'actualité, toujours en direct sur Sabari FM, à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Réalisation Ibrahima Dassa, Silla, conducteur technique Fatoumata Kamara. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci une fois encore de nous préférer. Bienvenue dans l'émission Comprendre l'actualité. Le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les soirs quand il est 16h, temps universel en réseau synchronisé sur Pacifique FM à 0 Corée 96.6, mais également grâce à notre relais à Kindia 97.3 ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com, c'est le direct. Nous sommes mardi 11 septembre 2018, nous sommes ensemble pour au moins une heure. Au menu de ce rendez-vous, deux sujets. Le premier, nous allons parler toujours de cette affaire dite vente du port autonome de Conakry. C'est ce contrat de concession qui fait assez de bruit. Un contrat passé entre le gouvernement guinéen et la société turque Al-Barik pour une durée de 25 ans. Le ministre d'État des Transports, Aboubakar Silla, ancien porte-parole de l'opposition, multiplie des explications au-delà de cette conférence de presse qu'il avait animée à son département. Il clame toujours son innocence quant à une certaine connaissance des négociations de ce contrat. Mais aujourd'hui, il apprécie quand même ce contrat. Alors pourquoi le ministre doit-il se justifier et surtout devant ses militants? Parce que c'était à l'occasion de l'Assemblée générale hebdomadaire de son parti, l'UFC, le week-end dernier. Vous entendrez le commentaire des experts dans cette émission. Deuxième sujet, nous allons avoir un invité et parcours. Nous parlerons du syndicat national de l'éducation. Vous le savez, c'est ce nouveau syndicat qui a vu le jour à l'issue du congrès qui s'est tenu à Kindia le 7 septembre dernier. Son nom, c'est Aboubakar Diestou Kamara. Il va nous rejoindre dans un court instant. Il est le premier responsable à l'info et à la communication du SNE. C'est ce qu'il faut retenir maintenant. Alors les raisons, les actions, leurs particularités par rapport aux autres structures syndicales. Pour tout en savoir, restez avec nous. Il sera dans cette émission tout à l'heure. Voici le menu de ce rendez-vous avec les experts. Ils sont 4 autour de moi cet après-midi pour en débattre. Bonsoir Bari Mamadou 2. Bonsoir à tous. Bonsoir Amadou Makissa Diallo. Bonsoir à tous. Bonsoir Koulouba Kouvougi. Bonsoir à tous. Bonsoir Abouakar Kondé. Bonsoir Maliba. Merci de nous préférer. Les images nous suivre sur YouTube grâce au doigté de Lamine Sissé, Megali et Sissé. Merci de nous choisir. Bienvenue à tous. Avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Merci de nous rejoindre dans cette émission Comprendre l'actualité que nous ouvrons par une brève. C'est une information traitée par nos confrères de Mosaïque et Guinée. 9 millions de dollars saisis sur le compte d'un ministre guinéen par la CENTIF Sénégal à Dakar. C'est le titre de cet article. Alors, Aboubakar Kondé, il faut dire que actuellement, ces derniers temps, on parle trop de fuite ou en tout cas de saisie d'argent guinéen. Ça peut appartenir à une société ou en tout cas des institutions publiques, mais dans d'autres cieux. Oui, effectivement, ça ne date pas de maintenant là. Depuis un certain temps, on est en train de constater ces faits. Vous savez que vous vous souviendrez encore cette saisie rocambalexe de la douane sénégalaise quand il s'agissait du convoi d'enfants de façon irrégulière. Donc cette fois-ci encore, c'est attribué au président de la République. Ah oui, qui avait été attribué cette fois-ci au chef de l'État et finalement on sait ce qui s'est passé. Et encore, tout récemment, on parle encore de 21 millions de dollars encore de façon irrégulière. Alors cette fois-ci encore, c'est de 9 millions de dollars attribués à un ministre qui jusqu'ici encore, ils n'ont pas encore donné l'identité de ce ministre, mais il y a eu des profils qui ont été dégagés, comme quoi il a été à la tête d'une régie financière, il a un organe de régulation,
il a eu à le gérer et aujourd'hui il est ministre de la République de Guinée. Donc, selon le ministre, que c'est pour lui c'est une procédure normale parce que il est également détenteur d'un cabinet de consultation et que il y a eu des versements, il y a eu des dossiers qu'il a traités, des dossiers qu'il a défendus et finalement c'est des fonds qui ont été reversés à son compte qui, je crois, que logé du côté de Dakar et voilà. Mais puisque il n'y a pas des pièces comptables de la transaction et finalement les autorités sénégalaises qui ont cherché à savoir un peu, demander des explications, mais jusqu'ici encore, ils n'ont pas reçu d'explications plus claires, plus précises par rapport à la provenance de ce montant, ce qui fait que le compte a été saisi, donc on attend qu'on intéressé puisse donner assez d'explications, mais également apporter des pièces comptables pour prouver effectivement que cet argent, ce n'est pas de blanchiment d'argent, encore moins ce n'est pas de l'argent volé. Voilà, Barry Mamadou 2, ces derniers temps, en tout cas ce qui retentit beaucoup plus, c'est d'abord cette question de 21 millions de dollars au niveau de la Banque centrale qui n'est pas encore édifiée. Et tout récemment, en 2014, on a parlé de la saisie des devises évaluées à 4 milliards de francs CFA qui appartiendraient à l'époque le président Alpha Condé. Aujourd'hui, il y a nos confrères de Mosaïque Guinée qui parlent de 9 millions de dollars saisis sur le compte d'un ministre de la République qui a été à la tête quand même d'un organe de régulation. Quand on parle d'organe de régulation, j'attends de voir c'est quel organe il s'agit bien sûr. C'est vrai, je crois il y a plusieurs organes, voilà. Il y a beaucoup d'organes de régulation dans ce pays, mais ce qu'il faut noter, c'est mais de par le nom et tout ce qu'on dit, je crois qu'il y a la HAC qui est un organe de régulation, oui. Il y a l'ARPT tout à fait, qui est un organe de régulation. Je ne dis pas que c'est l'ARPT, je ne dis pas également que c'est la HAC. Oui, voilà. mais tout porte à croire que c'est plus proche de l'ARPT quand même et tout ça. Ouais. Donc je crois que même si l'article n'a pas tout de suite dit que c'est Moustapha Mami Diaby, mais c'est comme si les soupçons partaient à ce niveau parce qu'on sait que c'est lui qui a été directeur général de l'ARPT avant d'être ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Donc l'article en question, c'est sûr que même si on ne l'a pas dit expressement, mais il y a quelque part en tout cas son image qui plane autour de ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en Guinée, voler l'argent de l'État, c'est voler l'argent des personnes. C'est ça la vérité. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses autour de ça. Il y a eu des détournements. Tout récemment, on vient de parler de 21 millions de dollars. Au lieu que cela ne se retrouve dans les comptes de la Banque centrale du côté de Dubaï, c'est en Afrique du Sud qu'on retrouve l'argent. Et l'argent pas pour tout de suite. Vous vous rendez compte? Je crois qu'en comptabilité, c'est l'ABC, c'est le minimum quand même. Un comptable moins qui se respecte doit savoir que quand on dépose de l'argent, et on fait des rapprochements. Quand vous donnez de l'argent à M. Condé pour déposer dans une banque, il faut qu'il revienne avec le reçu le même jour, mais on ne peut pas avoir un très grand décalage de temps comme ça et tout. Donc ça dénote quelque part toute la gouvernance du professeur Alpha. Je crois peut-être même s'il n'y a pas eu détournement, certainement l'argent a été utilisé autrement, des intérêts ont été générés. Tout à fait. Voilà. Donc c'est pourquoi ça a pris du temps. On sait qu'en matière de finances publiques, dans le monde entier, 1 franc le matin, c'est pas 1 franc le soir. Donc en matière de comptabilité, tout le monde le sait. Le fait de prendre l'argent déposé dans un compte particulier d'abord qui n'est pas normal parce que cela n'est pas admis dans l'orthodoxie financière, ça c'est déjà une infraction. Et au-delà que l'argent dure pour de longues années, en tout cas une bonne période dans un compte privé, tout cela est répréhensible, je crois. Donc tout cela dénote une fois encore la façon dont le professeur Alpha est en train de gérer franchement les biens de l'État. Parce que en Guinée, le problème que nous avons, c'est l'impunité. C'est parce que lorsque la presse révèle un problème comme ça, il n'y a rien après. C'est ça le drame en Guinée. Voilà, Amadou Makissa, et vous, votre réaction par rapport à ce qui pourrait être qualifié d'un autre scandale? Oui, nous sommes dans une véritable délinquance financière parce que c'est comme ça qu'il faut qualifier vraiment tous ces comportements. Mais très malheureusement, Barry a terminé en disant que même si la presse révèle, même si la presse, perce l'abcès, il n'y a personne pour poursuivre. Et justement, c'est cela. Et l'affaiblissement de la presse commence par le même président de la République qui, à chaque fois, essaye de minimiser cette presse, essaye d'engoncer ou d'enfoncer cette presse en disant qu'elle n'est pas formée. D'accord, mais dans un fourre-tout, il y a quand même des individualités. Et quand il y a vraiment ce genre de pratique, quand c'est dénoncé, quand la presse vraiment s'en fait écho, il faut, en tout cas, profiter pour démentir ou bien vraiment mettre le grappin sur les journalistes qui ont fait ces révélations. Mais très malheureusement, non seulement on ne met pas le grappin sur le journaliste,
Mais on se contente simplement de démentir, comme le Premier ministre l'a fait l'autre fois dans l'émission Actu Guinée de nos confrères de la radio-télévision guinéenne. C'est faux, c'est facile à dire, c'est faux. Mais écoutez, il n'a donné que il n'a donné qu'une explication, je dirais vraiment laconique, en tout cas, qui laisse toujours les gens pantois, parce que tout le monde, les gens, jusqu'à présent, la question reste posée. Comment se fait-il que l'argent puisse sortir de la banque centrale sans que les gens, en tout cas personne, le gouverneur de la banque centrale, qui est la première personnalité de cette institution financière, ne puisse animer un point de presse pour éclairer les lanternes des uns et des autres. Et jusqu'à présent, personne n'en parle. Sauf que si les gens aussi se trompent, on n'a pas besoin peut-être de donner des explications. À la matière des gens, quand les gens se trompent, c'est le premier responsable de la Banque centrale qui doit vraiment monter au créneau pour édifier la lanterne des uns et des autres. Il y a eu un communiqué sur ce plan. Oui, on va ramener le débat sur. On va ramener le débat sur cette question de 9 millions de dollars. 9 millions saisis sur le compte d'un ministre. Je suis dans la globalité parce que c'est cela, la délinquance financière. Mais récemment, moi je dis que tout est cautionné par le président de la République. Sinon, ce genre de révélation, franchement, doit interpeller le premier magistrat du pays pour qu'il vraiment commandite une enquête très approfondie et voir qui est responsable, quel est son ministre, ancien directeur d'un organe de régulation. Parce que c'est tellement pointu, c'est tellement clair que il s'agit de l'ARPT. D'accord. C'est cela. Alors, je crois que par rapport à ces deux dossiers, je pense qu'il y a quoi à redire et à mettre reprise. On doit plutôt chercher à clarifier certaines positions, chercher plutôt à savoir qu'est-ce qui a réellement passé. Alors, par rapport à ce dossier, moi j'estime que l'article n'est pas clair parce que ça pousse les gens à réfléchir et cette réflexion peut vous amener parfois à adopter certaines attitudes ou à dire des choses qui peuvent ne pas être la vérité quand on parle de... Non, les faits, un journaliste, les faits sont sacrés. Le commentaire, il est libre. Vous êtes libre de votre commentaire. Non, quand on parle de... Moi, je n'incrimine pas du tout l'article. Non, moi j'estime que l'article n'est pas du tout. Quand on parle d'un... L'info, c'est la saisine de 9 millions de dollars sur le compte d'un ministre guinéen. Ça, déjà, c'est l'info. Le contenu du texte dit... Il dit qu'un mouvement suspect constaté sur le compte d'un ministre de la République, ancien directeur d'un organe de régulation. Voilà. Oui, je dis encore... commentaire non. Pour moi, je dis encore une fois, je n'ai pas été informé suffisamment. Qui est ce ministre-là? Ailleurs, d'autres médias l'ont déjà fait. Je parle de Mediapart en France, par exemple. Je parle également qui est un site de référence en France. On cite nommément les gens. Sauf que la question n'est pas de citer le nom. C'est-à-dire l'article en soi. Moi, je dis encore une fois, je parle de l'article pour aller au bout de mes analyses davantage. Je dis que l'article ne me permet pas davantage de faire une opinion sur la personne dont il s'agit, de quel ministre il s'agit. Il y a combien d'organes de régulation en Guinée? Il y en a plusieurs là, franchement. Alors, on va tout de suite se mettre à réfléchir, c'est tel ministre, c'est l'RPT, ce n'est pas lui, c'est la haute autorité de la communication. La haute autorité de la communication, elle qui gère également, elle n'est pas ministre. Certes, cette institution relève également d'un département ministériel. Est-ce le ministre de la communication? Je dirais encore non. Je crois qu'on va s'entraider. Accepte qu'on s'entraide parce que s'il y a des indices quand même, il faut en parler. Aujourd'hui, quand vous prenez l'équipe gouvernementale, c'est-à-dire de Kassouri Fofana, prenez tous les ministres, de 1 au dernier ministre. Vous allez voir quel est le ministre qui avait occupé à un moment donné une régie financière ou un organe de régulation. Le seul, à ma foi, moi, ce que je me trompe maintenant, c'est Moustapha Mami Diaby. Alors, moi, je ne veux pas dire la RPT. Je ne veux pas dire que c'est Moustapha Mami Diaby. Je ne dis pas que l'argent saisi c'est sous son compte, mais par rapport aux indices quand même de l'article, moi, je crois qu'on n'a pas... l'argent sur le compte. Est-ce déjà des questions de légalité? Et very bien, parce que nous autres n'avons pas, encore une fois, même l'article ne le dit pas, dans quelles conditions irrégulières. Est-ce que ce sont des conditions irrégulières? Quand on parle de saisine de l'argent dans le compte de quelqu'un, aujourd'hui ailleurs, dans les pays qui se respectent davantage, où la lutte contre le blanchiment d'argent est de mise,
vous ne pouvez pas transporter un tel montant sans qu'il y ait un contrôle. Alors, je reviendrai sur quelques informations que je détiens déjà par rapport à la Banque centrale. Alors, je dis bien, quand on parle de saisine d'un fonds sur le compte d'un ministre, ça ne veut pas dire forcément que le ministre a détourné ou alors ce sont dans des conditions irrégulières. Il revient. On parle de 9 millions de dollars. Je suis en train de dire, il revient. On va le permettre, il va finir. On va le permettre de finir. Encore une fois, il revient à nous autres de chercher à savoir dans quelles conditions l'argent a été saisi et même ceux qui ont procédé à la saisine, dans quelles conditions également cette saisine a été effectuée. Est-ce des conditions irrégulières? Alors, je le rappelais déjà, l'aspect qui caractérise aujourd'hui la lutte contre le blanchiment d'argent. Certes, aujourd'hui, j'ai eu langue avec certaines autorités de la Banque centrale. Il y a bien des années, 2-3 ans déjà, la Guinée, les autorités européennes regardent de mauvais œil la Guinée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Et sur cet aspect-là déjà, quand on parle il y a cette saisine, ou alors le cas de 9 millions intervient au lendemain de 2-3 jours de 21 autres millions d'euros déjà qu'on parle de la Banque centrale, de dollars déjà qu'on parle de la Banque centrale. Donc il y a de quoi amener les autorités sénégalaises à pouvoir procéder à une saisine pour chercher certainement à savoir qu'est-ce qui a réellement passé. D'une autre manière possible. Vous voulez faire un rapprochement parallèle entre les deux? Possible. Maintenant, pour revenir également sur les dernières informations que je détiens par rapport au dossier de la BCRG, il s'est avéré que selon la source avec laquelle j'ai échangé, il s'est avéré que la société qui est chargée de transporter cette manne financière également a déjà eu quelques difficultés ou alors ne s'attend pas à des ennuis, pour être précis, avec son représentant résident à Conakry. Est-ce ce représentant qui tente de nuire la société? Point d'interrogation. Et également l'ancien directeur général du taux de change également. Je vous parle du taux de change. L'ancien directeur général du bureau de change au niveau de la Banque centrale de Guinée également a des sérieux ennuis avec la société chargée d'expédier ces mannes financières de la Guinée vers l'étranger. Et la même source indique que est-ce que ce n'est pas le gouverneur qu'on tente d'abattre? Donc autant d'informations qui méritent d'être vérifiées. La quatrième raison également, selon la société qui est chargée d'expédier cet argent, cette société aurait bien signifié aux autorités guinéennes que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention, que les autorités européennes et également d'autres autorités au niveau de Dubaï regardent à mauvais œil la Guinée. Donc le transport pourrait prendre minimum 3 semaines. Alors, et on était dans ça c'est le cas normal, mais comme nous étions dans une situation... Rejoins-moi pour dire que le gouverneur doit parler. Non, maintenant, silence est vraiment coupable. Alors, maintenant, on doit parler, mais il y a ce qu'on appelle l'opportunité de la communication. Est-ce que c'est le temps alors que l'argent n'est pas parti? Est-ce que l'argent a été expédié ou pas? Moi, je veux tout de même dire que de part et d'autre, tous les acteurs concernés, je parle également que la presse fait partie aujourd'hui de ces acteurs concernés, nous devons tous fouiner, chercher à comprendre que tout de suite de bondir sur le sujet et puis pour procéder à... Moi, je voudrais juste faire des précisions, Malik, si vous me permettez. Il s'agit d'un travail qui a été fait par... la Société nationale de traitement des informations financières. Ce n'est pas de la liquidité qui a été saisie. Ils ont vu un compte, une transaction sur un compte, une transaction irrégulière. Ils ont saisi, ils ont invité le détenteur du compte de donner des explications, qui a fourni des explications qui n'ont pas rassuré la Société nationale de traitement des informations financières du Sénégal, qui a dit on veut plus d'informations par rapport à la provenance, parce que c'est l'origine de l'argent qui pose problème. Ce n'est pas l'argent en tant que tel, mais l'origine, les pièces comptables qui ont été données ne sont pas vraiment... il y a des problèmes. C'est pourquoi ils ont demandé que le propriétaire essaie de donner des explications. Alors, par rapport à la BCRG, des explications convaincantes n'ont pas été données. La BCRG a fourni un communiqué laconique qui ne dit pas, qui ne retrace pas, ou bien qui ne fait pas le film de cette transaction. Il nous a juste dit, on s'inscrit en faux par rapport à ce qui a été donné comme allégation par la presse et on menace encore de porter plainte. On se risque. Donc, ça, il y a encore... le citoyen n'a pas été suffisamment informé par rapport à cette situation qui s'est passée à la BCRG. Mais quant à ces dossiers-là, je pense que ce n'est pas de la liquidité qui a été saisie. À l'image de ce qui a été saisi, qu'on disait que ça appartenait au chef de l'État, cette fois-ci, c'est la ligne, la transaction qui est incriminée et c'est des explications qui ont demandé. Donc, il y a contraste par rapport à ce que vous venez de dire et le titre de l'article. Quand on parle de saisie de 9 millions de dollars sur le compte d'un ministre, il y a bien attendez, il faut éviter peut-être de faire une certaine déformation. On est en train de rapporter les informations données par un confrère. Le passage qui est important dans l'article, c'est à l'issue d'une enquête menée par la cellule nationale de traitement des informations financières du Sénégal qu'il a été constaté la présence de plus de 9 millions de dollars sous le compte de ce ministre qui fut par le passé, faut-il le rappeler, un responsable à la tête d'une direction
techniques. Ça, ce n'est pas Sabari FM, ce n'est pas le groupe Africa Vision. La source est connue, c'est Mosaïque Guinée et Point.com. Nous souhaitons que l'enquête puisse aller plus loin pour qu'on puisse en savoir davantage. En tout cas, nous avons essayé d'avoir le ministre avant cette émission. On apprend qu'il n'est pas là, qu'il est en dehors du pays. Plus d'éclaircissement dans nos prochaines éditions, de comprendre l'actualité. On ouvre maintenant le chapelet des sujets officiellement inscrits au compte de cette émission. Encore affaire dite vente du port autonome de Conakry. On en parle. Je sais que tout le monde, ça fait déjà depuis le 8 août, c'était dans la soirée du 8 août, le contrat a été signé. Les deux dames ont été appelées rapidement pour aller signer. Mais, sauf que ces derniers temps, il y a le ministre d'État des Transports, qui est également le président de l'UFC, l'Union pour les forces du changement, qui multiplie des communications, ce qui est normal en tant que ministre pour expliquer. Mais il y a une partie où il se dédouane carrément par rapport aux négociations, ce qui n'est pas aussi faux, parce qu'il n'était pas aux affaires. Mais est-ce qu'il en a besoin aujourd'hui, franchement? Il doit assumer, il doit continuer à... On ne prend pas à moitié la responsabilité. La responsabilité se prend entièrement. Je crois qu'aujourd'hui, en tant que ministre et tout, et ce problème s'est posé pendant qu'il est ministre. C'est à lui vraiment d'expliquer, parce que le port autonome de Conakry quand même relève du ministère des Transports. Il est le premier responsable à ce niveau. Je crois que il a tenté, la conférence de presse que nous avons d'ailleurs suivi en direct ici et tout, avec notre confrère Abakar, il s'est vraiment battu comme un beau diable pour expliquer le contrat et tout, mais puisque lui-même il ne maîtrisait pas le contrat, il ne savait pas ce qui est réellement dedans, il a tâtonné, tout le monde a vu sa façon de s'efforcer, et je crois que il est un peu dans cette logique jusque là pour expliquer, jusque dans son QG, pour dire que non, le contrat, au fait, lui, il n'est aucunement engagé dans les négociations, il n'a participé ni de près ni de loin à tout ça, mais aujourd'hui, il est tout de même, il faut reconnaître que c'est lui le ministre. Je crois qu'il devait prendre toutes ses responsabilités, connaître tout le contenu du contrat et expliquer aux Guinéens les tenants et les aboutissants de ce contrat, au lieu de faire la fuite en avant, dire que là, lui, il n'est pas... Je crois que... Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas pris part à ces négociations. Mais après tout, il dit que le contrat est bon. Voilà. Mais question quand même de rassurer les uns et les autres. Il a droit de communiquer ainsi à Bakar. Écoutez, je pense qu'il n'a pas droit. À partir du moment que lors de la conférence de presse, je crois même que ça, on a forcé la main pour qu'il passe. Voilà, il sait pas. Il n'a pas droit. Non, il n'a pas plus droit. Il n'a plus droit à la parole. Pourquoi? Il a dit tout au début que ce contrat, il est bon. Maintenant, il a aussi précisé, certes, lui personnellement, il n'a pas travaillé sur le contrat dans la préparation de la planification. Mais certains cas du ministère ont été impliqués. Il a lu une partie, il estime que c'est bon. Point final. Donc, ce n'est plus maintenant la peine de chercher à dire sa responsabilité. Il a une responsabilité politique et administrative. Sauf qu'il est accusé. Non, mais il est accusé partout. De toutes les façons. Il a besoin de s'expliquer. De toutes les façons. Il n'a pas pris part quand même à la procédure. Son département est un département de tutelle. Il n'a plus maintenant... Sinon, il rentre le tablier. Il démissionne. Mais jusqu'à preuve du contraire, il laisse impliqué dans ce contrat, parce qu'il y a des cas du département du transport qui ont été en partie impliqués dans la préparation de ce contrat. Il est venu, il a reçu des explications de la part de ces cadres-là, et après lui aussi il a exigé d'avoir le contrat, il a lu le contrat en partie, il dit que c'est bon. Donc ce n'est plus la peine maintenant de chercher maintenant à dédouaner, à défendre son honneur pour dire que ce contrat, parce que qu'est-ce qu'il prépare comme ça? Demain, si on dit que ce contrat, il est mauvais dans tout son plan, il dira, de toutes les façons, je n'ai pas signé. Donc, alors qu'on dit, pourtant il avait dit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas besoin de se justifier à partir du moment qu'il a dit au début que le contrat, il est bon, même si il a fait une lecture diagonale du contrat. Est-ce qu'il a tort de s'expliquer? Il n'a pas tort. Il n'a pas tort de s'expliquer, mais c'est que... Il faut faire comprendre aux Guinéens aujourd'hui. Oui, Abakar Sylla s'est retrouvé dans une situation, je dirais, inconfortable. Il vient de quitter l'opposition, et d'ailleurs, pas n'importe quel... poste, c'est le poste de... Ouais, c'est lui qui portait la voix. Voilà, chargé de... c'est lui qui était le porte-parole de l'opposition. Il se retrouve dans l'autre camp qu'il combattait hier. Il devient porte-parole. Ouais, il devient là aussi le porte-parole. Il devient porte-parole parce que... Pas de facto. Aujourd'hui, c'est le porte-parole du gouvernement. Voilà, il devient porte-parole du gouvernement. Alors, il est bombardé d'un département où il y avait déjà des problèmes. Parce que celui qui était à la tête de ce département ne voulait pas le lâcher. Il est là-bas,
il est venu là-bas parce qu'il tenait mordicus à ce département. Oui, quelqu'un m'a dit que c'est lui qui a demandé. Voilà. C'est lui qui a demandé. Oui, c'est pourquoi il y a un leader politique qui a estimé que c'était un deal entre lui et le président. Voilà. Mais il vient à la tête de ce département, en 2 mois, paf, il y a un problème qui survient. Comment est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut d'abord accepter, parce que obligatoirement il doit accepter, il doit assumer. Il est le ministre de tutelle, quelqu'un le rappelait tout à l'heure. Mais le contrat, malheureusement, il ne l'a pas lu. Et je crois qu'il l'a dit. Non, vous ne pouvez pas dire, il a dit qu'il l'a lu en partie. Bon, écoutez, il a dit qu'il l'a lu en partie. Donc on ne lit pas un contrat en partie et le cautionner directement, signer, apposer sa signature. A plus forte raison en diagonale. Voilà. Il faut moi je considère qu'Abakar Sylla n'a pas lu le contrat, il ne connaît pas la teneur de ce contrat. Il a de ce contrat-là. Il défend plutôt le contrat. Il défend le contrat, mais il ne connaît pas son contenu. Et la dernière, disons, sa dernière sortie, c'était à l'Assemblée Générale de son parti, ici, au QG de l'UFC, de son parti. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, c'est une guerre ouverte entre lui et les travailleurs du port. Il va jusqu'à dire que c'est une minorité qui est, disons, manipulée par, je ne sais pas, par qui est en train de s'agiter. Et que ce n'est pas tout le port. C'est des gens qui sont habitués à l'argent. Quand il y a un petit mouvement, ils profitent, ils gagnent un peu d'argent et puis ils baissent le ton. Et justement, voilà, on est en train... Voilà comment il est, lui, en tout cas de son côté, il est en train de chercher à combattre ceux qui sont en train de s'agiter du côté du port autonome de Conakry. Mais moi je me dis, aujourd'hui, quand on clarifie ce dossier port autonome de Conakry, pourrait un jour sauver Abakar Sylla, parce que il est en train de, disons, dans le landerneau politique guinéen, je le prends comme étant les plus jeunes, quoi. Vous pensez que sa communication c'est beaucoup plus pour le futur? J'aurais plutôt voulu qu'il se focalise sur le futur pour sauvegarder en tout cas son image, parce qu'aujourd'hui il peut, comme pour dire qu'il y a de quoi quand même lancer un discrédit. Il faut qu'il fasse preuve de circonspection. Oui, justement, il faut qu'il fasse preuve de circonspection. C'est-à-dire, s'il doit faire preuve de circonscription, comme vous le dites à Amadou Macky Diallo, ça veut dire qu'il y a une raison de plus qu'on lance un discrédit quand même à ce contrat, parce qu'apparemment c'est flou. Mais justement, le contrat il est flou. Il est flou, d'accord. Ça va faire vous dire. Réaction, voilà, vous estimez qu'il doit se taire. Non, je crois que mon cher ami Abakar Sylla, que je respecte et que je connais bien, il a faussé la donne. Il ne faut pas qu'il cesse à se défendre. Justement. Non, ça n'a pas de sens. Il y a ce qu'on appelle l'irresponsabilité de certains cadres et même de ces mêmes autorités au niveau du département et à la direction générale du port. Abakar Sylla n'est pas différent de Hawa Keita dans ce contrat-là. Parce que ce qui est quand même paradoxal, ironisant, c'est de venir défendre un contrat que vous ne maîtrisez pas. Non, franchement. Parce que si Abakar Sylla dit... c'est le paradoxe. C'est le paradoxe au fait. Voilà. J'ai lu en partie le contrat. Il est bon. Il est bon. Et puis... de l'autre côté, ça c'est au niveau du département, on vient au niveau du QG de la formation politique, on tente de lancer un discrétisme le contrat ou alors de se dédouaner. Si aujourd'hui on dit que le contrat n'est pas bon, moi d'ailleurs j'ai pas lu totalement et en plus je ne l'ai pas signé. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que s'il y a un problème, je n'en fais pas partie. Alors qu'il y a 2-3 jours, c'est la même personne qui défendait le contrat. Avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Retour dans ce studio pour la suite de cette émission. Comme je l'annonçais, vous le voyez déjà sur l'écran. Notre invité est déjà installé. Son nom c'est Aboubakar Diesto Camara. Avec lui, nous allons en savoir un peu plus sur le syndicat national de l'éducation qui a vu jour le 7 septembre dernier à Kindia à l'issue d'un congrès. Alors, de quoi s'agit-il? Quelles sont les raisons profondes de la mise en place de ce syndicat? Les actions à mener? Quelles particularités par rapport aux autres structures syndicales de l'éducation? Vous allez l'entendre dans cette émission avec les experts également. Si vous nous pratiquez à Zérekouré, merci Pacific FM qui reprend cette émission en direct sur la 96.6, mais également à Kindia grâce à notre relais 97.3. Ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com ou vous téléchargez Sabari FM via TuneIn Radio. Partout où vous êtes en direct dans cette émission. Et c'est comme ça tous les soirs quand il est 16h temps universel sur notre antenne. Merci une fois encore de nos préférés. Notre invité est déjà installé, Aboubakar Diesto Camara. Bonsoir.
Bonsoir Malik, bonsoir à tous les auditeurs de la Sabari FM. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire général à l'information et à la communication du SNE, entendez Syndicat National de l'Éducation. Les Guinéens connaissent le SLEG. Le SLEG, soit ça peut être le SLEG d'Abouakar Souma ou Kadiatou Oba, le SLEG, Syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée. Et vous sortez de nulle part, vous mettez en place un autre syndicat. Est-ce qu'on peut savoir les raisons profondes de la création du Syndicat national de l'éducation? Bien, d'abord, je vous remercie. Merci pour toute cette opportunité que vous m'offrez pour expliquer un problème aussi sensible que l'éducation. Et à travers ce syndicat, appelé Syndicat national de l'éducation, c'est une nouvelle structure syndicale qui vient de naître il y a juste 96 heures. Je vais parler de 4 jours. Le congrès électif a eu lieu du côté de Kindia, qui a regroupé l'ensemble des congressistes venant des 33 préfectures de la Guinée, y compris les 5 communes de la région spéciale de Conakry. Et ce congrès a été mis en place sous le contrôle de monsieur le directeur régional de l'emploi et du travail, basé à Kindia, monsieur Sissé Mohamed. Et je pense que le congrès s'est passé dans les conditions les meilleures. Alors, la question de savoir pourquoi le SNE, d'abord l'article 10 de notre constitution. Je vais juste vous interrompre pour revenir un peu sur le congrès. Les congressistes, c'était qui? Les congressistes, c'était les enseignants. Parce que cette structure syndicale est constituée uniquement des enseignants. Ils sont des enseignants, particulièrement en situation de classe. Donc ce sont eux-là qui ont été invités, parce que nous avons vu aujourd'hui que le climat syndical de notre pays est un peu vieillissant. Donc il faut faire recours aux jeunes, parce qu'il n'est pas sans savoir que de nos jours, la plupart de ceux qui tiennent la craie en classe, ce sont des jeunes. Alors cette crème a réfléchi pour que aujourd'hui qu'elle puisse porter sa voix devant les autorités de ce pays afin de défendre vaillamment dans la plus grande responsabilité leur situation pour que leurs conditions de vie et leurs conditions de travail soient améliorées. Ceux qui défendent vos conditions de vie ne le défendent pas mieux? Voilà, vous savez, pourquoi nous ne disons pas que à un moment donné, nous n'avons pas souvent les mêmes lancers? Ils défendent, parce que ça soit le SLEG, que vous connaissez mieux, mais je vous apprends qu'il y a aussi la FSPE. Et la FSPE, c'est la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, et qui est plus ancienne même que le SLEG. Donc, vous allez remarquer qu'à ce niveau, ces deux structures sont déjà sur le terrain. Et le 8 mai passé, il y a eu une autre structure syndicale qui a été aussi créée du côté de Mamou. C'est le FENASUR, qui est la Fédération nationale autonome des syndicats des enseignants des universités et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc c'est la 5e structure, franchement. Bah, la 5e structure syndicale dans le domaine de l'éducation. Au niveau de l'éducation. Oui, c'est la 5e structure dans le domaine de l'éducation. C'est la 4e, je pense. La 5e, parce que si vous prenez la fédération professionnelle. Le SLEG. Oui, non, les deux SLEG, ça fait déjà 2 structures. La FSE, ça fait 3, et puis votre structure, et puis la dernière que vous venez citer, ça fait 5. Tout à fait. Le SNE vient de naître. Et parce que tout simplement, les jeunes se sont dit, à un moment donné, nous n'avons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas les mêmes préoccupations que ces syndicats vieillissants. Parce que tout simplement... Quel est le syndicat vieillissant? Le SLEG? Le SLEG, la FSPE, ils sont vieillissants. Parce que par rapport à l'actualité du moment? Par rapport à l'actualité du moment. Quelle est l'actualité qui dépasse maintenant le SLEG, je veux dire? Bien. Le SLEG est dépassé par quelle actualité? Bon, écoutez, ce n'est pas parce que c'est le SLEG qui est dépassé, mais l'ensemble de ces structures syndicales. Oui, j'ai envie de vous poser cette question. Jusqu'au mois de mars, plutôt au mois de novembre dernier. Mais non, je parle bien de novembre. Ah, donc. Le mois de novembre, avant cette, parce que le mouvement a commencé depuis au mois de novembre quand Dr Ibrahim Kourouma était là et puis Kaokare est arrivé au mois de mai et puis les choses ont évolué. Est-ce que de cette date-là, vous reconnaissez le SLEG dans sa démarche?
Bon, en fait, moi, par exemple, qui vous parle, je n'ai jamais adhéré à une structure syndicale. Vous enseignez à quel niveau? J'enseigne au niveau du secondaire au lycée Symphonia. Oui, vous n'avez pas adhéré à une structure. Mais est-ce que au moins les défenses menées par cette structure, est-ce que vous vous reconnaissiez dans cette démarche? Bon, à un moment, non. La dernière action, par exemple, vous n'êtes pas reconnu? L'augmentation de salaire à 40%? Bien, ça c'est à l'ensemble de tous les fonctionnaires de ce pays. Ouais, aujourd'hui, on parle des enseignants. Là. Tout à fait. Maintenant, je vais évoluer un peu. Lorsqu'il s'agit de Je vais vous répondre à cette question et puis on va vous laisser. Laquelle? C'est-à-dire que les 40% et puis les 8 millions dont on parle aujourd'hui. Oui, ça s'est répercuté sur le salaire des enseignants. Et vous vous êtes senti vraiment, vous l'avez dit que c'était une bonne chose. C'était une très bonne chose. Et maintenant, quelqu'un qui a fait cela pour vous, vous dites qu'il est dépassé par l'actualité. Non, c'est pas parce que je dis il est lui en personne. Ce n'est pas la personne. D'accord, écoutez-moi. Monsieur Koliba, j'ai l'impression que la quasi-totalité des radios et télé ne parlent que du SLEG. Que les gens n'ont même plus la connaissance de l'existence de la FSPE et de l'autre côté. Oui, pourquoi on le dit? Parce que même les cadres de la FSPE n'ont pas pu résister par la démarche devant la vague de la démarche de SLEG. Alors pour nous autres, la FSPE n'existe pas. Parce que le SLEG d'Abakar a raflé. Voilà, parce que pourquoi quand les autorités sont retrouvées au département de l'éducation, à un moment donné, il y avait des enseignants qui partaient dispenser des cours et puis d'autres ne partaient pas. On a demandé aux gens de la FPE de demander aux anciens du parti, mais pratiquement ils n'ont pas pensé mot et même quand ils ont parlé, ils n'ont pas été écoutés. On va revenir sur le code. Moi, je veux juste par rapport à votre introduction, vous avez parlé que cette fois-ci, la jeunesse veut se faire entendre. Tout à fait. Est-ce à dire que ce SLEG qui est là ne défend pas vos valeurs? Est-ce que vous vous reconnaissez pas dans ce SLEG? Voilà. Vous savez, il y a ces... Parce que pour être précis, le SLEG que nous voyons là, il y a ils ont approché beaucoup de jeunes. Parce qu'on parle de Mansa qui est jeune, on parle de Mohamed Bangoura qui est jeune. Donc tous, pratiquement, ils ont rajeuni. Est-ce que ça veut dire que ce SLEG, au-delà de l'aspect revendication de vos intérêts, la configuration ne répond pas à vos attentes? Même si ça répond... Non, mais nous sommes... Répondez. Est-ce que ça répond à vos attentes? Bon, d'une part, parce que il faut être rassuré qu'ils font certaines démarches qui rassurent. Mais à un moment donné, qui ne rassurent pas. Qu'est-ce qui ne vous rassure pas? Voilà. Lorsque je prends par exemple les textes au niveau du SLEG et au niveau de la FSPE, ces deux structures, depuis des lustres, ont essayé de défendre les enseignants par rapport à un certain nombre d'aspects. Et nous nous sommes dit, il y a de ces aspects qui ne nous préoccupent pas. Lorsque je prends par exemple le bulletin de salaire des enseignants, vous savez, il y a une partie qui dit, au niveau de la prime de logement, c'est dit 99 000 francs. Et est-ce que 99 000 francs, monsieur Malik, vous avez accès à un logement à Conakry? Non, même pas. Alors, donc nous nous sommes dit, dans notre démarche, il faut pousser l'État à connaître ces réalités. Pour leur dire, est-ce qu'il y a un logement aujourd'hui à Conakry qui est également pris à 99 000? Alors il faut partir sur certaines bases. Ils vont également tâter le terrain pour connaître réellement le prix d'une maison à Conakry. Une maison à l'intérieur. Mais lorsque nous allons, sur la table de négociation par exemple, ce sont des faits concrets que eux-mêmes savent. Mais si ce n'est pas porté à leur niveau, est-ce qu'ils vont le savoir? Mais écoutez, le SLEG vous dira par exemple que c'est toute cette globalité qui a été prise en compte en parlant de l'augmentation du salaire. Parce que quand le salaire de base est augmenté, et puis du coup vous pouvez... D'accord. On ne va pas augmenter le salaire de facto de cette manière-là. D'abord, la question de 8 millions, je vais essayer d'abord de faire un rééquilibrage par rapport à ça. La question de 8 millions a été débattue depuis lors. Mais là où nous sommes, la question de 8 millions n'est plus une priorité pour le SLEG. La question de 8 millions, c'est quoi? Ils disent c'était pour ouvrir un couloir de négociation. Autour de Donc ils savent autour de 8 millions. Parce qu'ils ne savent pas que les 8 millions ne sont pas obtenus directement. Mais ils veulent qu'il y ait une augmentation. Maintenant, nous voulons aller comment? Pousser l'État à aller vers un certain nombre de principes. Tel que le logement, tel que la prime de documentation,
telles que les primes de transport. Voyez-vous? Donc, imaginez une prime de transport à 160 000 à Conakry. Moi, par exemple, je loge à Kipé, mais je donne les cours à Sophonia. Il y a d'autres qui donnent les cours à Sophonia, mais ils logent à Koya. Donc, voilà des faits qui ne concordent pas. Il faut essayer de faire des réformes au niveau même du bulletin pour que l'enseignant gagne. Et aujourd'hui, l'enseignant ne vit pas décemment. Il faut que cette vie décente soit également octroyée aux enseignants. D'accord. Et parce que si nous voyons aujourd'hui, comment dirais-je, ceux-là qui nagent aujourd'hui dans les... Vous avez parlé de combien de millions de dollars sur la tête du pauvre Guinéen. Mais c'est avilissant. Ça déshonore notre pays. Alors que à chaque fois qu'on parle, on dit il y a PPT, à chaque fois qu'on parle, il y a FMI, mais pourtant, on a l'argent. Donc, il faut les pousser à améliorer les conditions de vie des enseignants. Monsieur Camara, on va aller sur des questions peut-être toutes simples. Oui. Qu'est-ce qui vous désolidarise ou vous démarque carrément du SLEG mené aujourd'hui, le combat mené par Abakar Souma? Bon, vous savez, d'abord, il faut être dans l'esprit de la pluralité syndicale. Qui est autorisé, qui est consacré. Aujourd'hui, la Guinée, lorsqu'il s'agit de l'électricité, lorsqu'il s'agit de la route, lorsqu'il s'agit également de l'eau, on dit toujours que dans les pays de la sous-région, ça ne se fait pas. Ils ont de l'eau, ils ont du courant, ils ont des routes, mais si nous parlons aujourd'hui de la pluralité syndicale, les gens posent des problèmes. Pourtant, ce n'est pas des problèmes. On voit des pays aujourd'hui qui ont à peu près une dizaine de structures syndicales au sein de l'éducation. Je vais vous donner également quelques exemples concrets. Je vais d'abord en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a ce qu'on appelle le SYNEPSI. C'est le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire. Ils ont également la FESEPSI, ils ont la FIRESI, ils ont la SIASI. Ça, c'est du côté de la Côte d'Ivoire. Et quand vous prenez également le Sénégal, ils ont à peu près 60 structures syndicales de l'éducation. Ah ouais. Mais à des niveaux différents aussi. Parce que vous allez voir que là-bas, il y a des structures syndicales essentiellement pour le primaire. Il y a des structures syndicales essentiellement pour les écoles franco-arabes. Il y a des structures syndicales uniquement pour le secondaire, uniquement pour l'université, etc., etc. Ou bien pour l'enseignement professionnel. Et non, c'est au niveau uniquement du secondaire. Mais quand vous prenez le SLEG, il y a le supérieur qui est déjà là, parce qu'il parle également de la recherche. Mais le tout tourne autour de quelqu'un qui est l'enseignant. L'enseignant qui est au centre des préoccupations. Sauf que le camp de Abakar Souma estime que c'est une manœuvre quand même du gouvernement, ce SNE. Ce SNE, bon, vous allez voir qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils étaient visés. Lorsqu'on a dit que sa sortie, ses démarches, tout ce qui s'ensuit, était soutenu par quelqu'un d'autre. Et nous ne sommes pas surpris lorsqu'on dit que nous sommes aussi, accompagnés par quelqu'un d'autre. Demain, une autre aussi va naître et vous allez voir que tout simplement, peut-être nous allons aussi dire que ceux-ci-là sont aussi manipulés par telle autre personne. C'est un peu ça. Sincèrement, je sais que l'Assemblée se tient souvent au niveau du SLEG. C'est que vous revendiquez aujourd'hui, la part que vous allez incarner dans ce combat, est-ce que vous avez été empêché? Est-ce que vous avez transmis vous avez essayé de vouloir mettre vos revendications, là, ce que vous êtes en train de défendre aujourd'hui, dans la plateforme du SLEG original pour essayer de mener le combat ensemble? Ou bien parce que simplement vous voulez créer vous aussi votre SLEG pour vous faire simple voir. désir. Bon, écoutez, nous ne créons pas un SLEG. Vous avez créé nous avons créé un syndicat recommandé. Hein? Ah bon, recommandé? Oui, recommandé par la loi. Ah, non. Recommandé bien par... Ah oui, il a dit recommandé par la loi. Par la loi. Autorisé par la loi. Attention. Autorisé par la loi. Non. Voilà, donc c'est ça. Vous avez une question de mots, mais c'est autorisé par la loi. À ce niveau, vous avez dit que est-ce que nous n'avons pas également consacré certains points pour harmoniser. Bon, nous ne sommes pas encore allés. Pourquoi? Je dis avant la création de ce syndicat. Je sais que vous, personnellement, vous dites que vous n'avez jamais milité pour le SLEG. Non, mais pour une structure syndicale. Maintenant que vous avez fédéré, vous avez voulu mettre en place une structure syndicale, pourquoi est-ce que vous avez tenté d'aller à la rencontre du SLEG pour poser ces requêtes-là sur la table pour que ces requêtes-là soient prises en compte dans la négociation avec le gouvernement que de créer votre structure syndicale? Est-ce que ce travail a été fait? Pour la petite histoire, depuis 2011, il y a eu en République de Guinée
la mise en place d'une structure des jeunes enseignants volontaires. Et ces enseignants volontaires étaient dans tout le pays. Ils étaient dans toutes les écoles. Mais la crème se retrouvait beaucoup plus à Conakry, et précisément à Matoto. Et à un moment donné, en 2014, l'État a pris conscience de changer un peu le statut. Et ce changement de statut a été aussi accompagné suivi par un test de recrutement à la fonction publique. Et il a été dit que ces enseignants-là sont prioritaires parce qu'il y en a qui ont fait 5 ans, 6 ans, ils sont en situation de classe, ils ne sont pas payés par l'État. Alors il faut leur donner une certaine priorité. Et dans cette démarche, le test a été fait et on a recruté autres personnes. Nous avons également pris le courage, nous avons continué. Parce que le salaire qui était là déjà, c'était 470 000 francs. Et dans les 470 000 francs, le deuxième test est venu. Et nous avons fait une bataille rude, que nous avons dit que si notre situation n'est pas prise en charge, nous allons abandonner les salles de classe. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Le test a été fait au temps de M. Ibrahima Kourouma. Alors, lorsque le test a été fait, ils ont encore recruté d'autres personnes. Et dans ces recrues, vous allez remarquer que la plupart n'étaient même pas des enseignants. C'était des militants qui étaient venus également d'ailleurs, qui ont été parachutés dans l'enseignement et ils sont rentrés à la fonction publique. Maintenant, après le recrutement, on doit s'attendre à quoi? À la mutation. Et cette mutation a été faite, personne n'était en situation de classe. Et nous avons décidé de bouder les salles. Et c'est pourquoi vous avez vu que la ville a pris écho à un moment que plus de 1000 et quelques jeunes enseignants avaient déjà boudé les salles. Et c'est là où nous avons vu. Nous avons dit, nous allons mener le combat. Et dans ce combat, il y a nos amis aujourd'hui qui sont dans une structure syndicale qui ont été en complicité avec le ministre d'alors, Ibrahima Kourouma, pour nous écraser, étouffer notre mouvement. Mais avec le courage, avec la détermination, nous sommes allés jusqu'au bout. Et nous nous sommes fait entendre jusqu'au palais. Monsieur Kamara, s'il vous plaît, que répondez-vous à ces détracteurs, en tout cas à vos détracteurs qui disent que vous êtes manipulé quelque part, que vous voulez juste affaiblir le SLEG? Bon, vous avez fini par lâcher en disant que c'est un syndicat recommandé, c'est ça? Non, pas recommandé, autorisé, je te dis, par la loi. Il a dit autorisé. Ah d'accord, donc... Est-ce qu'on peut en déduire? Non, il va répondre à la question de Barry après on va, parce qu'on n'a pas compris. Que répondez-vous vraiment à vos détracteurs qui disent que vous êtes quelque part manipulé? Bien, vous savez qu'à un moment donné, le ridicule ne tue pas. Parce que tout simplement, quand on dit syndicat, moi qui vous parle, je suis un enseignant. Et je suis issu d'une famille enseignante. Parce que je suis de père. Et j'ai vu les conditions dans lesquelles mon père et sa génération ont vécu. Et je suis venu dans ce cercle. Je ne peux en aucun cas être devant, un bloc pour nuire à la réputation ou aux conditions de vie des enseignants. Si je dois porter leur voix, c'est pour que leurs conditions de vie soient changées. Pour que leurs conditions de vie soient améliorées. C'est ça l'idéal que nous invite à créer ce mouvement et avec ce sang neuf constitué des jeunes vraiment qui sont en situation de classe. Parce que c'est ça un peu la particularité. Une autre particularité de notre structure, c'est parce que, vous savez, quand il y a des grèves, il y a des écoles privées qui sont affectées. Les écoles privées sont affectées. Et je vous assure, s'il n'y a pas d'école privée, il n'y avait pas d'école privée à Conakry, on n'allait pas parler de l'enseignement. Ces écoles privées, ce sont des jeunes Guinéens qui donnent les cours dans ces écoles. Ce sont des jeunes Guinéens qui sont enseignés dans ces écoles. Alors nous nous sommes dit, il faut essayer de fédérer avec les écoles privées, prendre leurs préoccupations en compte à l'image de certains pays pour qu'on puisse porter leurs problèmes auprès de l'État afin de les prendre en charge. Quelle est votre stratégie pour étaler vos tentacules jusqu'à l'intérieur du pays? Parce que j'imagine, parce que je ne sais même pas pourquoi vous êtes allé faire votre congrès électif à Kindia, ou bien... C'est pas grave. Oui, je sais que c'est pas grave. Qu'est-ce qui a prévalu le choix de Kindia? Deuxièmement, quelle est votre stratégie aujourd'hui pour vous vraiment vous faire beaucoup d'adhérents
qu'est-ce que vous comptez faire? Parce qu'Aboubacar Souma estime que c'est le terrain qui va commander. Bien. D'abord, la première stratégie, depuis que nous avions intégré à la fonction publique, nous sommes restés en contact avec nos amis de l'intérieur. Nous avons créé, un registre dans lequel figure le nom de tous les engagés à la fonction publique. Donc, lorsque cela a été fait, et que cette idée a été mûrie il y a 4 à 5 mois de cela, nous nous sommes dit, écoutez, il faut aller vers eux. Nous sommes allés à partir de simples coups de téléphone au début. Il y en a qui sont restés dans l'esprit de la création pour qu'on prenne. Parce que nous avons mené le combat auprès de l'État jusqu'à l'État nous entendre et prendre en compte notre préoccupation. Et on a été engagés. On l'a fait sans l'appui d'une structure syndicale. Donc nous nous sommes dit que à un moment donné, nous pouvons. Oui, mais ça, en votre explication, ça a tout l'air comme si c'était un syndicat qui regroupe toute une promotion pour défendre la cause d'une promotion. Bon, en fait, nous avons élargi. Parce que lorsque vous voyez un peu les images dans la salle de congrès, vous allez voir que il y a parmi nous ceux qui ont fait 10 ans, ceux qui ont fait 40, 30 ans, ceux qui ont fait également 25 ans. La preuve est que, non pas la même promotion, la preuve est que celui qui est le secrétaire général du SNE, il a également à sa 18e année d'enseignement. D'accord. C'est vrai qu'on aura besoin quand même d'avoir assez de temps pour comprendre un peu le SNE. C'est vrai, on est rattrapé pratiquement par le temps. Vous avez un message rapidement avant qu'on ne rende l'antenne. Le message que j'ai à lancer... Mais pas un communiqué, j'ai dit un message. Voilà. Le message que j'ai à lancer, c'est à l'endroit des enseignants. Je demande aux enseignants de venir vers le SNE. Et surtout aux jeunes enseignants, pour donner une nouvelle dynamique à cette nouvelle structure qui va porter leurs préoccupations auprès de l'État dans la plus grande responsabilité, dans le plus grand respect, et également nous allons essayer de fédérer et implanter à travers tout le pays, parce que déjà c'est un bureau qui est constitué de 29 membres, où à Kindia il y a eu 114 congressistes à part certains invités. Donc aujourd'hui c'est une structure naissante qui tend la main aux autres partenaires pour que, c'est-à-dire quand je dis partenaires, aux autres structures syndicales, pour qu'on unisse les efforts, parce que vous invitez le SLEG par exemple de Aboubacar Souma de vous rejoindre. Le SLEG a travaillé avec nous, la FSPE a travaillé avec nous, la FENASUR a travaillé avec nous, parce que lorsque nous sommes unis, on peut bien affronter l'État, parce que c'est lui qui est le seul adversaire et notre syndicat n'est pas notre adversaire. Merci Aboubacar Diestou Kamara d'être passé dans cette émission. Je rappelle là qu'il est le premier secrétaire général à l'information et à la communication du syndicat national de l'éducation, une structure syndicale qui vient de voir le jour précisément le 7 septembre dernier à Kindia. Merci à lui d'être passé dans cette émission. Merci également aux experts. C'est ici qu'on s'arrête aujourd'hui au compte de cette émission Comprendre l'actualité. Avec le même plaisir, nous vous donnons rendez-vous demain quand il sera 16h temps universel pour vous servir un autre numéro de Comprendre l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.